Bonjour à tous et bienvenue dans Un mythe dans le placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. Alors ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble sur cette plateforme. La vie est intervenue et du coup on est prêt à reprendre avec la rentrée, les bonnes résolutions et surtout l'envie de reprendre et de continuer avec vous notre voyage à travers le conte de La Belle et la Bête. Aujourd'hui, on va donc parler de Madame d'Aulnoy, Marie-Catherine d'Aulnoy, et de son conte Le Prince Marcassin. Je vais commencer comme d'habitude à vous faire une petite présentation de l'autrice, de son texte, et puis ensuite on aura un petit résumé et on partira dans l'analyse. Marie-Catherine d'Aulnoy, c'est une autrice qui est très intéressante parce qu'elle a un chemin de vie qui est plutôt particulier et qu'on retrouve dans son œuvre. Elle est née en 1651, elle est morte en 1705. Ça veut dire qu'elle a vécu toute sa vie sous le règne de Louis XIV, puisque je le rappelle, Louis XIV est né en 1638, a commencé son règne en 1643 sous la régence de sa mère, puis a eu son règne, comme on dit, personnel, qui a commencé en 1661 et qui s'est terminé en 1715. Louis XIV est donc vraiment ce roi soleil qui règne tout le long de la vie de Marie-Catherine d'Aulnoy. Et c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère puisque Marie-Catherine d'Aulnoy écrit au même moment que Jean de La Fontaine, que Charles Perrault, et tous ces auteurs qui ont grandi et qui ont été bercés par cette lumière du règne solaire de Louis XIV, mais pas si solaire que ça, parce qu'avec Louis XIV apparaît vraiment une cour très codifiée, cette espèce de bulle qu'est Versailles, enfin voilà, c'est vraiment un contexte d'écriture et de vie qui est assez particulier. Donc cette chère baronne d'Aulnoy, née en 1651, puis on la force à se marier avec un homme qui a 20 ans de plus qu'elle et qui est connu pour être un débauché notoire. C'est pas quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un qui dilapide la fortune et la sienne et celle de sa femme, qui boit beaucoup, qui sort beaucoup, qui a un nombre d'aventures incroyables, tant avec des hommes que des femmes, et à l'époque, bien évidemment, tout ça est très mal vu. Du coup, notre chère Marie-Catherine ne se laisse pas faire et fomente une sorte de stratagème avec des amis pour que son mari soit arrêté et mis en prison. Le stratagème échoue, tous ses amis sont arrêtés et sont mis à la Bastille, elle réussit à s'enfuir et donc s'exile pendant quelque temps d'abord en Angleterre. Et c'est assez intéressant parce que ça va nous rappeler un peu l'histoire de Madame le Prince de Beaumont, qui, vous verrez, elle divorce de son mari. Et puis elle part en Espagne, ce qui lui permet avec sa mère de se lier d'amitié d'amitié, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas d'entrer dans la cour de Philippe II d'Espagne, de le flatter un peu et du coup de pouvoir revenir en grâce en France en 1685. Quand elle revient en 1685, pendant quelques années, elle se cherche un peu, puis en 1690, elle ouvre un salon littéraire. Et ça va être extrêmement important pour elle, puisque c'est vraiment là qu'elle va commencer à publier des œuvres et qu'elle va commencer à se faire connaître en tant qu'autrice. Son mari meurt en 1700, la déshérite complètement. Elle n'en a plus grand-chose à faire parce qu'en fait, elle a déjà rencontré un grand succès littéraire. Et comment a-t-elle fait ? Eh bien, c'est simple. Marie-Catherine d'Aulnoy est la première personne en France à publier un conte de fées. Ce conte de fées s'appelle L'île de la félicité et il est publié au sein même d'un texte qui est l'histoire d'Hippolyte, comte de Duglas, texte publié en 1691. C'est donc vraiment le premier conte de fées publié en France et j'insiste dessus parce qu'en France on a souvent l'impression que Perrault est le fondateur des contes de fées. Pas du tout, c'est une femme et c'est Marie-Catherine d'Aulnoy. La publication d'un conte dans une autre histoire nous rappelle bien sûr l'Âne d'Or et beaucoup de textes comme ça où on a des histoires dans l'histoire. On pense bien évidemment aux Mille et une nuits, mais aussi à l'Odyssée. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est assez courant. Mais après, elle va se spécialiser en contes de fées, c'est-à-dire qu'elle va sortir 6 volumes de contes de fées, 4 qui s'appelleront Contes de fées en 1697 et 2 qui s'appelleront Contes nouveaux en 1698. Ces contes de fées vont rencontrer un succès fou. Elle les a écrits avant Perrault, mais elle les publie après lui quand elle voit que ça fonctionne. Mais elle va rencontrer le même succès que Perrault et elle y apporte une touche très féminine, elle est empreinte de préciosité et du coup c'est vrai que c'est assez intéressant de lire ses contes et de les lire en parallèle de ceux de Perrault. Donc elle publie juste après Perrault et c'est super intéressant de lire Perrault et Marie-Catherine d'Aulnoy
en parallèle, parce que Perrault a aussi plus ou moins abordé le mythe de la Belle et la Bête. On va pas trop en parler dans ce podcast parce que c'est un conte qui est certes très intéressant, mais qui n'est pas vraiment une véritable histoire de la Belle et la Bête. C'est Riquet à la houppe. Et vraiment, je vous conseille de le lire si vous voulez un peu développer vos connaissances sur tout simplement la thématique qu'on aborde dans ce podcast. C'est vraiment très intéressant, mais du coup, faute de temps et de... Je l'aborderai pas vraiment, sauf si vous le souhaitez. Dans ces cas-là, faites-le moi savoir sur les réseaux sociaux et je vous ferai un petit épisode bonus. Du coup, Marie-Catherine D'Aulnoy a le même succès que Perrault. On entend beaucoup moins parler d'elle maintenant, mais elle a le même succès que lui. Donc le prince Marcassin, on va en parler, c'est le conte qu'on va aborder aujourd'hui et c'est une histoire qu'elle publie dans sa deuxième salve de contes de fées, Les Contes Nouveaux, en 1698. C'est un conte qui est fortement inspiré par celui de Straparole, dont on a parlé. Le début est quasiment le même, c'est assez incroyable, vous allez le voir dans le résumé. Elle est donc inspirée par les contes italiens. Elle ressent aussi l'influence d'un autre auteur que Straparole, et cet auteur c'est Jean de La Fontaine, qui est un auteur extrêmement important au XVIIe siècle, il est vraiment très très important, j'ai même pas à revenir sur le sujet je pense, qui donc aborde l'animalité dans ses fables, qui, vous le savez, personnifie, utilise les animaux pour dénoncer ou tout simplement mettre en lumière des choses qui se passent dans sa société et à la cour. Et en fait, elle fait un peu ça, elle, dans son texte. On sent l'influence de La Fontaine. La Fontaine, il a publié 3 fois les fables, 3 volumes. Le premier en 1678, le deuxième en 1679. Vous allez me dire, c'est un peu loin. Oui, mais le dernier en 1694. Et elle publie en 1697/1698. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant de voir que elle a sûrement une grande influence de La Fontaine dans son conte. Et on va le voir un peu, il y a une petite morale comme Perrault. La structure ressemble beaucoup au conte de Perrault, mais il y a en même temps ce côté très La Fontaine. Enfin voilà, c'est super intéressant à voir et de toute façon on va le voir ensemble dans ce podcast. Donc maintenant je vais vous faire un petit résumé, vous raconter un peu l'histoire du prince Marcassin. Donc, on est dans un royaume lointain et le roi et la reine tentent d'avoir un enfant mais n'y arrivent pas. La reine part alors se balader dans son jardin et dans la forêt, elle cueille des fraises, elle les mange et à ce moment-là elle s'endort et elle fait un rêve. Et dans ce rêve apparaissent 3 fées. Le lecteur sait qu'elle n'est pas en train de rêver et qu'il y a vraiment 3 fées qui sont penchées sur elle alors qu'elle dort. Ces 3 fées décident de lui accorder son vœu et donc souhaitent qu'elle ait un enfant. La première souhaite que cet enfant soit très beau, très aimable. La seconde souhaite que cet enfant soit puissant, très intelligent. Et la troisième rit et on ne sait pas ce qu'elle dit. Il est dit dans le texte qu'elle marmonne quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'elle dit, tout ce qu'on sait c'est qu'elle rit. Et quand la reine se réveille, elle se souvient de ce qu'ont dit les 2 fées, mais dit qu'elle n'a rien pu comprendre à ce que la troisième a dit. Elle rentre au château, informe le roi de ce rêve, qui la croit, pour le coup, alors qu'elle pensait qu'il ne la croirait pas. Et puis, quelques mois plus tard, elle est enceinte, elle est ravie, et enfin, elle met au monde son enfant. Cet enfant s'avère être un Marcassin. Elle ne le sait pas au début. Le roi, en fait, va lui cacher la naissance de l'enfant, lui disant qu'il est trop faible et qu'elle est trop faible pour l'instant, et qu'elle va le voir bientôt. Il veut d'ailleurs le faire tuer, mais il se dit que elle a voix au chapitre quand même dans cette histoire, ça reste aussi son fils. Donc il attend qu'elle soit en forme pour pouvoir lui en parler. La reine commence à sentir qu'il y a un peu un souci et puis force un peu le truc et réussit à rencontrer son enfant et se rend compte que ce n'est pas un enfant mais bel et bien un Marcassin. Au début elle a peur et puis l'instinct maternel prend le dessus, elle le protège et elle demande au roi de l'élever comme si c'était son fils. Ce qu'il est, mais comme s'il était humain. Donc le prince Marcassin reçoit une éducation parfaite et en fait il montre énormément d'aptitudes. C'est vraiment un jeune prince qui se réalise, qui est très intelligent, très vif, qui comprend tout ce qu'on lui dit, qui montre de belles aptitudes à régner. Le roi est d'ailleurs très très sous le charme de ça.
Et puis, peu à peu, les gens de la cour se font à ses manières. Il marche sur deux pattes, il est toujours habillé en humain. Enfin voilà, il y a vraiment, un rejet de son côté animal. On ne prend pas en compte son côté animal. On essaye de faire avec et on essaye de le dissimuler. Mais surtout, on ne le reconnaît pas. Et donc, le prince Macassin grandit comme ça. Et puis, un jour, arrive au palais une mère et ses 3 filles. Ismène, Zélonide et Martésie. À ces accents qui frappaient presque tous les jours ses oreilles, elle soupirait en secret de causer tant de douleur à sa mère et de n'être pas maîtresse de la soulager. Mais Marcassin l'avait fortement menacée, et elle le craignait autant qu'elle l'aimait. Le prince Marcassin tombe tout de suite amoureux d'Ismène, la plus grande, qui est très belle et qui est un peu le centre de la cour et des attentions des hommes de la cour. Sauf que Ismène a été promise à Corydon, qu'elle aime et qu'il aime en retour. Et le prince Marcassin ne supporte pas ça parce que lui est amoureux d'Ismène, et donc du coup il demande à sa mère de forcer Ismène à l'épouser. La mère accepte, le roi accepte, et donc du coup on marie de force Ismène au prince Marcassin. Et lors de leur nuit de noces, Ismène, qui est terriblement triste, s'échappe, retrouve son amant, son amoureux, il n'y a rien eu entre eux, Corydon, et les deux se suicident. Et du coup, le prince Marcassin retrouve les deux morts. S'ensuit beaucoup de tristesse du prince Marcassin, qui écrit des poèmes, qui s'en veut beaucoup. Mais bon, la culpabilité ne dure qu'un temps, puisqu'il tombe ensuite amoureux de la seconde fille, Zélonide, qu'il épouse de force, rebelote. Et là, pour le coup, ce n'est pas elle qui se tue, mais elle fomente un complot pour le tuer lui. Il se rend compte du complot. Il en est au courant lors d'une soirée où il se déguise en sa femme de compagnie à elle. Et du coup, quand elle essaye de le tuer la nuit en l'étouffant, il la tue à coup de défense. Donc elle meurt. On recommence le sentiment de culpabilité. Et là, au lieu de s'y faire, le prince décide de fuir. En fait, il se rend compte qu'il ne sera jamais vraiment un vrai prince. Que tout le monde, en fait, lui reproche son animalité. Chose pour laquelle il ne peut rien faire. Et du coup, vu qu'on lui reproche toujours ça, il décide de vivre en véritable animal et il s'enfuit dans la forêt pour vivre en sanglier. Il ne donne de nouvelles à personne, sauf à son plus proche confident à qui il écrit encore des lettres. De son côté, la mère des 2 filles, qui est une marâtre, quelqu'un de vraiment pas gentil, qui vend ses filles, qui se fiche bien de leur bien-être et qui se fiche bien qu'elles soient mortes. Ce qui la rend triste, c'est plutôt le fait qu'en étant morte, elle n'a plus les privilège qui lui était accordé vu que ses filles étaient mariées au prince. Bref, elle prend sa dernière fille qui est considérée comme la plus belle, la plus douce, on y arrive, Martésie, et elle l'emmène dans la campagne. Et donc un jour Martésie se balade et sur qui elle tombe? Le prince Marcassin, qui lui parle et qui lui dit que il a appris au contact des animaux qu'il ne fallait pas forcer les gens et que du coup, jamais de la vie, il la forcerait à l'épouser. Mais qu'il aimerait bien l'épouser quand même parce qu'il la trouve très jolie et que il a des sentiments pour elle, blablabla. Blablabla. Contre toute attente, Martésie lui demande de se retrouver à un autre moment, qu'elle va réfléchir, mais qu'elle, ce qu'elle aimerait, c'est qu'elle l'épouse, d'accord, mais à la cour et non dans la forêt. Parce que lui, ce qu'il lui propose, c'est de vivre dans la forêt et dans sa cave, à lui, dans sa grotte, où il se sent bien, où il se sent en fait qui il est vraiment. Et là où il n'a pas à être toujours ce qu'il n'est pas, à savoir un humain. Elle n'est pas très pour ce genre de solution, mais au final, elle lui dit « Bon, je vais réfléchir et on se reverra à un autre moment ». Il se revoit et là, il lui dit « Venez voir ma grotte ». Et elle lui dit « Mais non, parce que vous allez m'enfermer dedans et vous allez m'obliger à vous épouser ». Il lui dit « Mais jamais je vous ferai ça, juste venez voir ce que vous perdez ». Bon, elle était plutôt intuitive, puisqu'en effet, il l'enferme dans sa grotte et la force à l'épouser. Elle accepte. Elle accepte et non seulement elle se place sous ses ordres, elle ne peut plus sortir, il l'a bloquée dans la grotte, mais en plus, elle tombe amoureuse de lui. Et ça, on va en reparler. Elle tombe amoureuse de lui et puis elle se rend compte la nuit, quand elle le touche, parce que bien évidemment, elle n'y voit rien dans la grotte quand il fait nuit, que il a l'apparence d'un humain. Elle le confronte, elle lui demande ce qui se passe,
Et il lui dit que c'est n'importe quoi. Elle pense en fait même qu'il échange sa place avec un homme la nuit. Et il lui dit que c'est n'importe quoi, que c'est pas du tout ça, et qu'elle rêve en fait, tout simplement. Elle le croit. 6 mois plus tard, elle est enceinte. Et la nuit, elle entend son mari parler avec quelqu'un dans la grotte. Et donc du coup, après elle l'entend revenir, se coucher, se rendormir. Donc elle se lève et elle va voir si la personne est toujours là, elle essaye de sortir, mais elle ne peut pas sortir, la grotte est bloquée. Et quand elle revient, elle sent sous ses pieds quelque chose et elle se rend compte que c'est la peau d'un sanglier. Elle la cache et elle l'attend le lendemain matin. Le lendemain matin vient et là elle se rend compte que assoupi à côté d'elle est un merveilleux jeune homme d'une beauté incroyable. Elle lui dit « Mais pourquoi vous m'avez menti ?» Parce qu'elle sait que c'est son mari et là son mari lui explique un peu l'histoire. À savoir qu'il a rencontré une fée quand il allait boire le matin de leur seconde rencontre et que cette fée lui a révélé la véritable malédiction qui planait sur lui. On apprend ce que disait la troisième fée en rigolant lorsqu'elle a un peu maudit le prince. Cette malédiction, elle est très simple. Le prince Marcassin pourra devenir homme quand il aura épousé 3 femmes et quand la dernière femme aura trouvé sa peau de marcassin. Ce qui est donc le cas. Et donc du coup, la fée lui avait dit, celle qui lui a vu plus tard, lui avait dit « Bon, c'est pas très bien, mais force-la, parce que c'est comme ça que tu vas y arriver. » Et donc c'est comme ça qu'il y est arrivé en forçant sa femme à l'épouser. Ce qui justifie un peu ses actions au XVIIe siècle. Et ça, on va reparler, nous, façon XXIe siècle. Elle est récompensée, il est récompensé, puisqu'ils vont au château, ils sont reconnus comme le prince et la princesse, et ils sont aimés de tous parce qu'ils sont très beaux, très riches et très bien habillés. C'est vraiment ça. Hein. On parle de parure, il y a vraiment de la description, et c'est là qu'on reconnaît un peu la préciosité de Madame de Noix. Donc voilà pour l'histoire. Maintenant, on va pouvoir aborder vraiment les thématiques qui ressemblent à La Belle et la Bête, mais aussi d'autres thématiques qui peuvent s'éloigner un petit peu, mais qui vont progressivement se rapprocher d'une nouvelle lecture du conte qu'on va voir notamment chez Madame le Prince de Beaumont, mais d'autant plus chez Disney et le Disney de 2017. Et du coup, c'est bien de savoir que cette réflexion quelque peu engagée, je vais éviter d'employer des mots tels que féministe, tout ça, parce qu'on est en 1697 et que c'est un terrible anachronisme, mais ces réflexions engagées sur la société commencent en 1698. 1697, 1698. Et c'est super intéressant de voir ça. On va commencer par parler de ce cher prince Marcassin. Le prince Marcassin, c'est une figure très ambivalente du texte. Il est toujours en train de vaciller entre ce qu'il désire, à savoir être aimé. Il ne désire pas nécessairement être beau, ce qu'il veut lui, c'est être aimé, parce que c'est quelque chose qu'on lui a un peu refusé toute sa vie. Donc entre être aimé et être bon et juste. C'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui est vraiment capable de beaucoup d'esprit et de beaucoup de justice au final, mais qui se laisse toujours emporter par ses désirs. On a vraiment chez le prince Marcassin un combat entre raison et passion, tout le long du texte. Il est intéressant de voir que donc on l'appelle Marcassin dans le texte tout le temps, et que c'est seulement quand il s'enfuit qu'on fait référence à lui comme un sanglier. Le marcassin, je le rappelle, est le petit du sanglier, c'est un enfant. Et donc la fuite du prince fait office un peu de rite initiatique. Et du coup, grâce à la fuite du domicile parental, quand il enfin se sépare de sa mère, qui a quand même une influence un peu étrange sur lui, on va en reparler, mais la reine, elle a un comportement très ambivalent aussi. Quand il se sépare de la mère et qu'il fait plus ou moins front à son père, puisque son père est très indifférent face au marcassin, et que lui, en s'enfuyant, enfin voilà, montre qu'il fait ses propres choix et qu'il n'est plus vraiment aiguillé par sa mère, il devient un véritable homme. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on le compare à un sanglier vraiment. Ça arrivait un peu avant dans le texte, mais c'est très très succinct. Donc il y a vraiment chez le prince Marcassin, et c'est lui le personnage central du roman, cette fois-ci, enfin du conte, ce n'est pas Martésie, ce n'est pas la Belle. Ce qui est différent de tous les autres, plus ou moins. En tout cas, ce dont on se rend compte, c'est que le prince Marcassin avait besoin de s'émanciper
d'une sorte d'aura paternelle et maternelle, parentale, qui était quelque peu toxique et nocif pour lui et qui l'empêchait de vraiment accéder à une sorte de maturité. Donc on est vraiment sur une figure très intéressante parce que qui évolue tout le long du conte et qu'on voit vraiment grandir, changer et apprendre. Le prince Marcassin, c'est aussi, je vous le disais, donc raison et passion, mais tout simplement aussi pulsion animale et humanité. Chez Madame d'Aulnoy, on va le voir, quand il est à la cour, on lui reproche son animalité, on lui reproche son manque de beauté, mais aussi son manque de raffinement. En revanche, on prie chez lui toutes les qualités qu'il peut avoir d'humaine, à savoir son esprit notamment. Eh bien, quand il se retrouve dans la forêt, que se passe-t-il? C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on loue chez lui ses qualités animales, à savoir qu'il n'est pas calculateur et il n'est pas manipulateur quand il est au contact des animaux, et on déplore chez lui ses qualités humaines, qui sont ses qualités de manipulation tout simplement, qui sont liées à l'esprit en fait. Donc Madame d'Aulnoy montre un peu les deux revers de la médaille. Il y a du bon chez l'humain, il y a du bon chez l'animal, mais dernièrement, il y a quand même plus de bon chez l'animal. Et c'est ça qu'elle dit. Et que l'esprit est intéressant s'il est bien utilisé. Et je trouve que c'est très intéressant ça chez Madame d'Aulnoy parce qu'elle est beaucoup plus nuancée que des auteurs comme Straparole ou Basile, mais qui n'avaient pas forcément la même intention et qui n'écrivaient pas à la même époque. Et du coup, je trouve qu'on commence à vraiment aller vers une réflexion très sociétale, une réflexion très poussée sur ce que représentent les apparences et l'esprit dans une société comme celle de Louis XIV, qui est une société extrêmement axée sur les apparences et sur l'esprit, mais pas l'esprit, la véritable intelligence poussée, non, sur les traits d'esprit, sur l'apparence de l'esprit. On cherche à éblouir avec un bon mot, avec un beau mot. Mais on ne cherche pas à être très intelligent. Et c'est ça qui est assez intéressant avec Madame d'Aulnoy parce qu'elle le met en valeur, elle le montre dans son texte, à travers la figure du prince Marcassin. Donc bien évidemment, quand on pense au prince Marcassin, je vous avais dit La Fontaine, on y va là. Hein. C'est vraiment une créature qui aurait pu exister chez La Fontaine, ce prince Marcassin, puisqu'il met en valeur ou déplore des qualités de son époque, qualités ou défauts. C'est une véritable critique de l'humanité et c'est un personnage qu'on a envie d'aimer et de détester pendant tout le texte. Ce n'est pas un personnage vain. Il ne cherche pas à être beau. Vraiment, pendant tout le texte, c'est un personnage qui cherche à être aimé. Tout simplement. Ce qu'il veut lui, c'est qu'on l'aime. Ce n'est pas un personnage bon. C'est quelqu'un qui va quand même manipuler sa dernière femme, forcer et pousser à la mort les deux premières. On est vraiment sur quelqu'un de pas très sympathique, hein, vraiment, qui hurle contre sa mère quand elle lui dit « mais ça sert à rien, tu seras jamais aimé, t'as vu à quoi tu ressembles », qui pleure un peu la première femme pour épouser les deux autres sœurs la suite. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un de bon. C'est pas quelqu'un de bien, c'est pas quelqu'un de moral. En fait, chez Madame d'Aulnoy, les 90% du conte, parce qu'on va voir que malheureusement, à mon humble avis, elle retombe dans quelque chose de plus moral, mais en même temps, je pense que l'époque veut qu'elle n'ait pas eu le choix. Mais 90% du conte n'est pas du tout manichéen. On n'est pas sur une opposition bien-mal qui peut être beaucoup plus poussée chez Perrault. Et encore. Mais là, vraiment, on est sur plutôt une sorte d'exploration de ce que peut être une figure telle que le prince Marcassin. Lui, c'est vraiment, pour résumer, un être, on va dire, ambivalent. Un être qui permet une réflexion, qui permet d'aborder des sujets de société à travers lui. Maintenant, on va parler de Martésie, puisque c'est elle qui est censée être la belle. Martésie, c'est un nom qui a été employé en 1699, donc vraiment un an plus tard, pour désigner le nom de la reine des Amazones, dans un opéra-ballet de André Cardinal des Touches, donc qui s'appelle Martésie, reine des Amazones. Donc c'est un opéra-ballet qui a été représenté à Fontainebleau pour la première fois en 1699, et c'est assez intéressant que la reine des Amazones porte le même nom, à savoir Martésie.
les Amazones étant un peuple connu pour être des femmes assez indépendantes. Donc du coup, elle a ce prénom un peu ambivalent, mais alors est-ce qu'on peut vraiment voir chez Madame de Noix une volonté que ce soit un prénom ambivalent, étant donné que l'opéra ballet a été réalisé après? Je ne pense pas. C'est pour notre réflexion à nous que je vous l'indique. Elle est censée être belle, plus belle encore que ses sœurs qui étaient présentées comme des femmes d'une beauté incroyable, et elle est plus belle que ses sœurs. Pourquoi aussi? Parce qu'elle est aussi plus douce. Et sa douceur lui confère un charme auquel on ne peut pas résister. C'est un peu comme ça que c'est d'ailleurs écrit dans le texte. Elle est aussi endurante, parce que ce qu'elle vit dans la caverne, enfin dans la grotte, c'est assez fou. Elle est quand même séquestrée, ni plus ni moins, par un homme qu'elle aime au final. Donc là, on est sur un bon gros syndrome de Stockholm, vraiment, et on va en reparler parce que c'est un peu quand même le petit souci de La Belle et la Bête en général, enfin un des petits soucis. Et elle est docile, elle est extrêmement docile. Elle est intelligente. C'est quelqu'un de vraiment intelligent qui ne le montre pas forcément, mais on le sent dans le texte. Maintenant, elle est surtout peu présente. Elle est là les 10 dernières pages, on la connaît peu, on apprend à la connaître dans ces pages-là, mais on n'en sait pas grand-chose. On sait qu'elle est un peu vaine au début parce que elle lui dit qu'elle ne peut pas vivre dans la forêt parce qu'elle a besoin de ses parures, elle a besoin de se sentir belle, d'être pomponnée. Et lui dit mais je n'en ai pas besoin en fait. Enfin, c'est quelque chose qui est là pour te rendre belle alors que tu es belle naturellement. Et du coup, je trouve que c'est un personnage qui est pas vraiment... qui est intéressant, mais qui est pas si intéressant que ça. Je trouve que la féminité chez Madame de Noix est principalement dans ce conte. Elle se retrouve à travers un panel de personnages féminins très intéressants. Et Madame de Noix est une femme, et donc elle l'explore forcément d'une manière un peu différente de ce qu'on avait vu jusque-là. Déjà, je le rappelle, dans la malédiction principale de La Belle et la Bête, on a quand même une histoire d'amour. Il doit être aimé, se faire aimer et aimer en retour d'une femme. Ici, c'est pas le cas. Il doit être marié 3 fois et il doit avoir une femme assez maligne pour découvrir son subterfuge. À savoir que chaque soir, il enlève sa peau de marcassin pour être un homme et qui n'a pas le droit de lui dire qu'il fait ça. C'est une figure intéressante, Martésie, parce qu'elle montre un peu les prémices de ce que va être Belle, à savoir une jeune femme intelligente, endurante, douce et belle. Voilà. C'est des qualités qui reviennent, qui vont être l'intelligence un peu moins au début, mais qui va être un peu plus mise en valeur par la suite. En tout cas, elle est belle, elle est douce, elle est docile et elle est endurante. En revanche, elle n'est pas une condition de la malédiction du prince, parce que ce soit elle ou une autre femme, c'était pas important. L'amour n'était pas important. Ce qu'il fallait, c'est qu'il soit marié 3 fois. Du coup, on va plutôt parler de toutes les figures féminines qui entourent ce conte. Il y en a, on va dire, 6 principales. Je vais prendre les fées dans leur ensemble. La reine, la mère des 3 sœurs, les 3 sœurs. Voilà. Les fées. Les fées, elles sont représentées là encore de manière ambivalente. Il faut savoir que dans le folklore, les fées ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont des êtres souvent très malicieux, et malicieux comme on l'entend de manière étymologique, c'est-à-dire quand même il y a mal dans le mot, et c'est ce qu'elles sont. Elles peuvent être bonnes comme mauvaises, et elles ne sont pas vraiment vues comme forcément un bon présage. Elles peuvent, mais c'est pas nécessairement le cas. Donc là, en l'occurrence, on a des fées positives, qui sont les 2 premières fées, et qui apparaissent à tour de rôle au prince et à la reine tout le long du conte pour les rassurer, pour leur dire que tout va bien se passer, et ensuite pour aider le prince à se libérer de sa malédiction. Et ensuite, on a la fée un peu mauvaise qui a voulu s'amuser, parce qu'elle le dit clairement, elle dit que c'est un peu un jeu pour elle que de venir gâter les prédictions de ses sœurs, et qui a un peu maudit le prince juste pour voir ce que ça allait donner, plus ou moins. Donc les fées, c'est là encore l'ambivalence. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises. Elles sont à la fois généreuses et en même temps elles reprennent un peu ce qu'elles ont donné. Elles aident, mais elles sont très mystérieuses. Elles ne rassurent pas vraiment. Elles disent ça va bien se passer, mais sans trop d'autres paroles. Et autant vous dire que dire ça à une femme
qui a pour enfant un prince marcassin, je pense que bon, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, voilà, ça c'est un peu le premier penchant de la féminité, cette espèce de féminité merveilleuse, avec toute l'aura magique qui entoure les fées, mais malicieuse. La femme, c'est la femme qu'on ne peut pas anticiper. La fée, c'est ça, c'est la femme qu'on ne peut pas comprendre complètement et qui peut être tant gentille que mauvaise à son gré. Ensuite, on a la reine. Rebelote. La reine, une figure extrêmement ambiguë. C'est une figure qui est à la fois très aimante envers son fils, en même temps qu'il déteste, qui n'arrive pas à le cacher, qui lui reproche toujours son apparence, qui lui rappelle toujours son apparence. On est sur une maternité un peu toxique quand même, hein, si on prend les termes de notre époque. Ce n'est pas quelqu'un qui... Elle le protège, mais elle le protège trop. Elle cède trop à ses caprices, et en même temps, elle le descend à la moindre occasion. C'est pas quelqu'un de très gentil, et c'est pas quelqu'un de très méchant non plus. Elle est quand même... Elle lui rappelle, donc c'est assez intéressant, à un moment, elle lui dit « Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu peux pas, parce que ces femmes qu'il veut épouser sont toutes en dessous de sa condition. » Elle lui dit tu vas épouser une princesse parce que de toute manière les princesses elles ont pas le choix, elles sont habituées au mariage forcé, donc on va leur envoyer un super beau portrait de toi. Elles vont croire qu'elles vont épouser un beau prince et quand elles seront arrivées, qu'elles seront mariées, elles n'auront pas le choix que d'être avec toi. Ils disent mais c'est horrible, enfin je peux pas leur faire ça, j'ai pas le cœur de faire ça. Et elle lui dit oui mais tu te rends compte, tu vas forcer Ismène à un mariage qu'elle ne veut pas alors qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Crois-moi, les mariages forcés c'est horrible. C'est horrible pour les femmes, en général, mais pas pour les princesses, c'est leur condition. Et donc c'est hyper ambivalent, c'est hyper paradoxal comme manière de voir les choses, parce qu'elle dit d'abord quelque chose, puis tout son contraire. Enfin voilà, et la reine, elle est tout le temps comme ça, tout le long du texte. C'est quelqu'un à qui on sent qu'on ne peut pas faire confiance, pour qui on a beaucoup de peine en même temps, de compassion, d'empathie, mais en même temps qu'on a envie de détester parce qu'on sent bien qu'elle n'est pas très bénéfique pour le prince marcassin et pour son épanouissement. Elle est assez subtile comme personnage. Ensuite, on a la mère des trois filles. Elle, pour le coup, on est sur un bon vieux stéréotype du conte de fées, c'est la méchante belle-mère. En l'occurrence, la belle-mère comment ? Puis c'est la belle-mère puisque elle est la mère des femmes qui épousent le prince marcassin. C'est sa belle-mère à lui. Et c'est intéressant de voir que la méchante belle-mère, en l'occurrence, n'est pas une femme qui prend la posture de mère, mais juste une femme qui instrumentalise, via ses filles, la vie de son gendre. Elle, c'est très simple, elle le dit clairement. Il y a une phrase, mais qui est choquante dans le texte, moi qui m'a refroidi, d'une monstruosité sans égale. Donc à un moment dans le texte, la reine dit, bon voilà, mon fils veut épouser Ismène, mais on avait promis Ismène à Corydon. Ismène aime Corydon, Corydon aime Ismène, qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, on voit à nouveau ce côté très paradoxal de la reine, où la reine est inquiète pour Ismène et triste de forcer Ismène à épouser son fils. Et là, la mère d'Ismène répond, donc elle n'a pas de nom, cette mère, c'est juste, elle est désignée comme la mère des trois sœurs. Elle répond, si son cœur avait d'autres volontés que les miennes, donc le cœur d'Ismène, je le lui arracherai sans miséricorde. Donc c'est vraiment un outil pour elle. Ces filles, ce sont des instruments qui lui permettent de s'élever en société et qui lui permettent d'obtenir en tout cas des choses de, là en l'occurrence, du couple royal et de leur fils, le prince marcassin. C'est un stéréotype, vraiment, de la marâtre intéressée, qui nous fait penser par exemple à Madame de Trémène dans Cendrillon. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très très mauvais. Chez elle, pas l'ombre d'un soupçon sur le fait que ce soit quelqu'un de mauvais. Donc elle représente un genre de femme bien particulier, donc les femmes intéressées. Et ça, Madame d'Aulnoy le dit très clairement, ça ne passe pas. Ce que dit Madame d'Aulnoy avec ce personnage, c'est que il y a des défauts qui passent, il y a des défauts qu'on peut pardonner, et les défauts de la reine en font partie. Quand elle a ce discours un peu paradoxal sur le mariage forcé, on entend peut-être derrière Madame d'Aulnoy qui dit « ça fait partie de notre société ». On est habitué à ça. Comme les princesses sont habituées au mariage forcé. Toute femme sait, surtout une femme de bonne famille et de bon rang, qu'on va sûrement l'obliger à épouser quelqu'un qu'elle n'aimera pas.
Ça fait partie du jeu, malheureusement, en 1697-1698. Mais par contre, ce que Madame d'Aulnoy dit qui ne doit pas être accepté chez une femme, c'est d'être intéressée et cruelle. Parce que même les fées ne sont pas cruelles. Et en plus, elles n'appartiennent pas vraiment à notre monde. Donc du coup, elles ont une espèce d'aura de quelque chose de plus acceptable au final, parce qu'on sait que leur malice est créée par quelque chose qui ne fait pas partie des humains. Mais pour une humaine, il lui est impossible d'être cruelle et d'être intéressée. Donc ça, c'était pour la méchante mère. Ensuite, on a les trois sœurs. Les trois sœurs, elles ont trois caractères différents. Ismène, c'est quelqu'un qui est très dramatique et qui nous fait penser un peu à une Juliette dans Roméo et Juliette de Shakespeare. Elle est passionnée, elle est éperdument amoureuse et elle ne vit que pour ça. Et elle est très gentille, il n'y a pas de problème avec ça, mais elle aime Corydon et c'est tout ce qui compte pour elle. Et donc, quand Corydon se suicide, elle ne peut vivre sans lui, elle se suicide. Elle représente un peu cette espèce d'idéal féminin dans un certain sens, de la femme belle qui meurt par amour, un peu noble comme ça, dramatique, quelque chose qui relève d'une espèce d'idéal féminin vraiment sublimé. Zélonide, c'est la femme maligne. C'est celle qui met en scène un complot pour tuer son mari et pour être libre. Elle sait qu'elle n'a pas le choix, qu'elle est obligée de l'épouser, mais il est hors de question qu'elle sacrifie sa vie. Elle le dit, elle n'en a pas le courage. Elle veut vivre. En revanche, il est hors de question qu'elle vive comme ça. Donc, quelle est la dernière solution qui se présente à elle ? Elle va tuer son mari. Et c'est ce qu'elle fait. Elle essaye de le tuer. Là-dedans, on peut voir un peu Madame d'Aulnoy et le complot qu'elle a mis en place pour faire emprisonner son propre mari. Donc du coup, on sent que Madame d'Aulnoy, elle se reconnaît plus chez Zélonide. C'est un peu son personnage qui la représente elle. Et puis, on a Martésie. Elle représente un peu l'idéal féminin, mais dans ce qu'il devrait être aux yeux de la société. Pas l'idéal féminin sublimé de la littérature, mais plutôt l'idéal féminin pratique, pragmatique. Elle est censée être docile, douce, à l'écoute, aimante, tout ça, pour son mari. Donc on a vraiment un panel de femmes et une vraie exploration de la féminité chez Marie-Catherine d'Aulnoy qui est très intéressante. Elles sont toutes belles, voilà, les trois sœurs en tout cas le sont. Elles ne peuvent pas être autrement, donc on sent que c'est encore quelque chose qui est très important, l'apparence, la beauté. On est après tout dans un conte de fées, donc il faut qu'il y ait un peu cette idée d'idéal complet, parce que quand il se révèle être un être humain, le prince, c'est pas un être humain lambda, il est d'une beauté incroyable. Et c'est un peu ça le côté du conte de fées, de cette espèce d'hyperbole de la beauté, pour que ce soit intéressant et que ce soit un peu extraordinaire. Donc voilà, ça c'était un peu pour explorer les personnages principaux. Le roi, j'en parle pas beaucoup parce que c'est quelqu'un d'assez indifférent et d'assez en retrait. Et ce qui est assez intéressant dans le texte, c'est qu'à la fin on dit que le fils ressemble énormément à son père. Et que maintenant qu'il ressemble à son père l'accueille, comme si le père avait attendu de voir en son fils un miroir pour reconnaître qu'il est vraiment son fils. Et là-dedans, il y a peut-être un peu de l'idée de la femme responsable de ce qu'est l'enfant et de la femme pécheresse, parce que quand l'enfant est mis au monde et que la mère découvre que c'est un marcassin, elle s'excuse auprès du roi pour ça, et il lui dit « mais c'est pas votre faute ». Donc il y a encore cette idée de responsabilité de la femme quant à l'apparence de l'enfant. Et quand enfin le prince revient, est beau, accepté par la cour et merveilleux, il ressemble à son père. Donc voilà, il y a vraiment quand même, on a une grosse aura patriarcale dans le conte, et en même temps, c'est normal, c'est la fin du XVIIe siècle, ça ne peut pas vraiment être autrement. Donc maintenant on va parler de la malédiction et de la métamorphose. Je vous l'ai dit, la malédiction c'est une malédiction assez simple. Il doit avoir épousé 3 femmes et la dernière doit découvrir sa peau de sanglier. C'est aussi simple que ça.
coup, c'est une malédiction qui est, je dirais, très pragmatique. On ne parle pas de sentiments dans cette malédiction. Et en fait, ça influe un peu sur tout le roman, enfin sur tout le conte. Le conte n'est pas empreint de sentiments. Le plus bel amour qu'il y a dans ce conte, c'est l'amour entre Ismène et Corydon, qui est un amour dramatique, un amour voué à l'échec. Et l'amour entre Martésie et le prince n'est pas vraiment mis en valeur. C'est un amour très pragmatique, un peu triste même, très syndrome de Stockholm, hein, vraiment. Elle est enfermée dans la grotte et elle se rend compte que avant elle pensait pouvoir avoir des sentiments, et là elle se rend compte que c'est bon, elle l'aime. Mais est-ce qu'elle l'aime vraiment? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'est de l'instinct de survie? Est-ce que c'est ce fameux syndrome de Stockholm qui fait que elle développe des sentiments pour la personne qui s'occupe d'elle au final au quotidien? Elle mange grâce à lui, euh, elle est en vie grâce à lui, et elle a peur pour sa survie parce que d'autres bêtes pourraient venir et qu'il la protège au final. Et puis qu'il fait en sorte qu'elle soit bien. Donc il y a quelque chose de très perturbant dans leur amour. Et pour moi, ça n'en est pas vraiment. Ce qui va nous mener sûrement après à de grands débats. Vous pouvez pas me répondre directement, mais si vous voulez me répondre sur Instagram, ça peut être cool. Sur est-ce que La Belle et la Bête est vraiment une véritable histoire d'amour. Ensuite, concernant la métamorphose, du coup, on reste dans quelque chose de très pragmatique aussi. Cette histoire de la peau qu'elle trouve, que lui remet pour pas qu'elle sache qu'il peut se transformer, ça manque de quelque chose de spectaculaire en fait. Ça manque de quand Psyché se penche sur Amour et le brûle et est là émerveillée par sa beauté. Elle est émerveillée par sa beauté, mais il y a un petit côté de je m'en doutais. Et du coup, c'est très pragmatique une fois de plus. C'est pas un conte qu'on lit quand on a envie d'avoir des envolées lyriques, le prince Marcassin. C'est un conte qui est très structuré, qui est très pragmatique et qui se veut vraiment, à mon avis, plus critique de la société que conte de fées amusant et sublime. Donc du coup, la métamorphose, elle se fait très simplement, et elle se fait même pas avec l'idée de rédemption, qui est souvent accroché, qui est souvent lié à l'idée de métamorphose. Il n'y a pas vraiment de rédemption dans ce cas-là. Enfin, il aurait pu vivre toute sa vie comme ça. Ça ne dérange pas, dans un certain sens, de continuer de vivre dans la forêt. Et ça n'est pas une récompense. C'en est une parce qu'il est libéré, mais il n'a rien fait de bien pour obtenir cette récompense. Il n'y a pas de dimension morale derrière la métamorphose. Du coup, c'est vrai que ça diffère un peu de La Belle et la Bête, dans ce sens-là. Parce que La Belle et la Bête, il y a une récompense pour Belle, qui a été douce, docile, endurante, et qui du coup a le droit d'avoir un mari beau et tout ça. Ce qui n'est pas le cas pour Martésie. Martésie s'en fiche un peu, elle aime maintenant le Marcassin tel qu'il est, et elle a même peur, et c'est dit dans le texte, qu'on lui retire le Marcassin. Et elle veut à tout prix qu'il re-rentre dans sa peau pour pas que les fées soient en colère, parce qu'elles vont se rendre compte que le Marcassin a dû révéler sa véritable nature à Martésie. Donc du coup, c'est un peu l'inverse en fait. Elle aimerait qu'il reste bête. Mais ça va se retrouver dans le Disney de 2017. Où à la fin, une des dernières phrases que la Belle dit à la Bête, c'est « Tu voudrais pas te laisser pousser la barbe ». En fait, Martésie tombe amoureuse de l'animal et non de l'humain. On va voir un peu ce que ça veut dire, mais au fur et à mesure. Enfin, et on va l'aborder un peu plus rapidement, parce que sinon vous allez passer des heures avec moi. Moi, ça ne me dérange pas, mais vous avez sûrement autre chose à faire. Il y a donc, je vous l'ai dit en filigrane tout le long, un commentaire sur la société important. Donc on a d'abord un commentaire sur l'apparence. Donc par exemple, quand Martésie dit au Marcassin « Il me faut des habits pour toutes les saisons, des rubans, des dentelles, des pierreries », Marcassin lui répond « Il vous faut une toilette pleine de 1000 bagatelles et de 1000 choses inutiles. Quand on a de l'esprit et de la raison, ne peut-on pas se mettre au-dessus de ces petits ajustements ?» On a cette phrase qui est assez révélatrice. Ce que Marcassin lui dit, c'est que l'apparence, ça va 5 minutes, mais c'est pas ça qui compte.
Pour Marie-Catherine Donois, il y a d'autres thèmes qui sont importants, donc les apparences, on l'a vu tout au long du conte. Il y a la cour, qui est clairement critiquée. Et alors là, on a une merveilleuse citation que je vais vous lire. Donc, la reine lui dit, parce que Marcassin dit, mais pourquoi vous faites pas comme les autres courtisans, pourquoi vous ne me flattez pas, plutôt que de toujours me rappeler ma laideur. Et donc la reine lui répond, tels sont les courtisans, et telle est la condition des princes. Les uns louent toujours, les autres sont toujours loués. Comment connaître ses défauts dans un tel labyrinthe? Et là, on a vraiment une critique de la société en général, mais sûrement tout de la cour de Versailles, de ce Versailles où tout le monde est toujours poudré, fardé, se cache derrière les apparences, on les retrouve ces apparences, et flatte. Et sont obligés de flatter. Parce que sinon, ils sont bannis. Et du coup, il y a vraiment cette critique un peu en filigrane de la cour de Louis XIV et de l'hypocrisie qui y règne. Ensuite, on a vraiment une critique de l'animalité et de l'humanité. C'est-à-dire que Madame de Noailles semble valoriser plus l'animalité que l'humanité. Et en même temps, elle met en valeur des qualités humaines, et notamment l'esprit, l'intelligence, le langage, qui sont bien évidemment, à l'époque, complètement humains. Enfin, un animal ne peut pas parler, tout simplement. Et du coup, ça, c'est une qualité qui est très humaine. Donc, elle met un peu en parallèle les qualités humaines et les qualités animales. La qualité animale la plus importante étant la liberté. Et là encore, elle écrit, donc ça c'est le Marcassin qui dit « J'ai appris depuis que je suis habitant de ces forêts que rien au monde ne doit être plus libre que le cœur. Je vois que tous les animaux sont heureux parce qu'ils ne se contraignent point. » Donc on a aussi, rebelote, une petite critique de la cour en parallèle, mais on a surtout le fait que un homme, pour être heureux, devrait être un homme libre. Et ça n'est pas le cas des êtres humains. Enfin, bien évidemment, le commentaire sur la société, c'est les femmes. Leur pouvoir de choisir, d'être aimée et d'aimer celui qu'elle veut. Pouvoir en tant que femme décisionnaire un peu, parce que la reine l'est. C'est toujours elle qui impose un peu sa décision au roi, même si c'est le roi qui a le dernier mot, attention. Mais c'est elle qui toujours convainc le roi. Le côté des fées, c'est les fées qui au final un peu mènent la danse dans ce conte. Et puis voilà, on en a parlé, c'est ce que doit être la femme, ce que ne doit pas être la femme, ce que devrait être la femme, ce que l'on attend d'elle, ce qu'elles ne veulent pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur les femmes dans ce conte et c'est très intéressant et je vous conseille de le lire si vous êtes intéressé par ce genre de thématique. Je vous avoue, dit Marcassin, que j'ai de la peine à lui faire violence. Mais si j'attends qu'on me jette des cœurs à la tête, j'attendrai le reste de ma vie. Madame de Noailles, elle ajoute un peu sa morale comme un cheveu sur la soupe. Déjà, ce qui se passe à la fin, c'est que Corydon, Ismène et Zélonide reviennent du royaume des morts. En fait, il y a 3 quenouilles blanches et 3 quenouilles noires qui apparaissent dans la grotte. C'est le dernier test des fées. Et les fées leur disent, si vous êtes capable de dire ce que symbolisent ces 3 quenouilles blanches et 3 quenouilles noires, alors vous pourrez être heureux. Et en fait, le prince dit, les 3 quenouilles blanches, ce sont les 3 fées de Man qui ont présidé à ma naissance. Et les 3 quenouilles noires, dit Martésie, ce sont mes 2 sœurs et Corydon qui sont morts. Elle a raison, il a raison, donc du coup le test est passé, et en fait, Corydon, Ismène et Zélonide reviennent du royaume des morts, et là on leur explique qu'en fait, ce n'était qu'une illusion, qu'ils ne sont jamais morts, et que du coup, les fées les avaient gardés dans un autre royaume pour pouvoir tester le prince. On ne peut s'empêcher de voir dans ça une espèce de justification chrétienne de la mort. En faisant ça, le prince Marcassin n'est plus responsable de la mort de ces 2 jeunes femmes et du jeune homme. En faisant ça, Martésie n'est plus la 3e sœur qui épouse et aime un homme qui est responsable de la mort de ses 2 sœurs. En fait, ils sont les jouets d'une entité supérieure
païenne qui s'est amusée à leur mentir et à provoquer des sentiments en eux de tristesse mais aussi de culpabilité quant à la mort de personnes qu'ils aimaient ou dont ils voulaient être aimés. C'est assez gênant. C'est assez gênant parce qu'on sent qu'en fait, Madame de Noailles est un peu obligée d'ajouter ça, qu'elle vient un peu justifier l'amour qu'il peut y avoir entre ces deux protagonistes principaux, mais aussi tout simplement la situation dans laquelle ils sont, et qui essaye un peu de les racheter, de leur donner un vernis un peu plus brillant, quoi, un côté plus sympathique, quand ils ne sont plus responsables de la mort de gens qui étaient très importants pour eux. Elle, en l'occurrence, il s'agit quand même de deux de ses sœurs, enfin ses deux sœurs et d'un homme qu'une de ses sœurs aimait. Bon, on aurait espéré qu'elle en veuille un peu plus au prince, dans un certain sens. Enfin, on aurait espéré, non, elle fait ce qu'elle veut. Mais on s'en serait attendu, en tout cas, à ça. Et là, du coup, il y a une espèce de légitimisation de leur acte et de leur pensée en faisant revenir ces personnes de la mort. Bon, les quenouilles, c'est encore évidemment quelque chose qui revient beaucoup dans les contes. Et on pense à La Belle au bois dormant, mais on pense aussi à Blanche-Neige. Enfin voilà, il y a beaucoup de contes qui parlent de cette espèce d'instrument et on va en parler plus en détail, je pense, un peu plus tard dans le podcast. En tout cas, il y a cette espèce de morale qui vient un peu comme vraiment un cheveu sur la soupe, quoi. Et du coup, il y a une morale à la fin du texte, une morale en vers, rimée, que je vais vous lire, qui est « Le plus grand effort de courage lorsque l'art est bien amoureux est de pouvoir cacher à l'objet de ses vœux ce qu'à dissimuler le devoir nous engage. Marcassin sut par là mériter l'avantage de rentrer triomphant dans une auguste cour, comblâme, j'y consens, sa trop faible tendresse. Il vaut mieux manquer à l'amour que de manquer à la sagesse. » Alors, clairement là, je vous le disais, normalement, la métamorphose dans ce conte, quand on lit le conte, ce n'est pas quelque chose qu'on donne comme une récompense. Eh bien, elle vient modifier ça avec sa morale, elle vient dire en fait que la récompense, c'est parce que Marcassin a caché quelque chose à sa femme pour, dans un certain sens, la protéger. Et parce qu'il était obligé. Mais c'est pas vraiment le cas, en fait. Enfin, c'est le cas, mais c'est pas vraiment ça la vraie métamorphose. On le sait, il a eu 3 femmes, et il en a une assez maline pour se rendre compte qu'il y avait un truc qui se passait un peu étrange la nuit. Et du coup, on lui redonne un peu tous les lauriers. Martésier est complètement oublié, alors que dans les autres versions, les fées disent à la Belle que c'est sa récompense pour sa douceur, pour sa docilité. Là, Martésier est complètement effacé de la morale et on essaye à tout prix de redonner un peu du lustre à Marcassin. Du coup, je ne suis pas sûre que ce soit très très bien fait et je pense que c'était un peu obligatoire pour Madame de Noailles de le rajouter. C'est un conte qui pour moi se veut sans morale en fait et qui a une morale un peu forcée parce qu'on est en 1698 et qu'elle n'a pas le choix. Mais très honnêtement, ça me semble pas être la vraie morale du texte. Du coup, pour résumer, qu'est-ce qui fait que ce texte est considéré comme les prémices de La Belle et la Bête ? Bien, tout simplement déjà parce qu'il y a une bête et il y a une belle. Il y a même 3 belles, en l'occurrence. Il y a donc les sœurs qui sont présentes, mais qui ne sont pas jalouses, qui ne sont même pas vraiment conscientes des unes des autres. On ne les voit pas interagir entre elles-mêmes. Elles se mentionnent, mais pas vraiment il n'y a pas vraiment de lien. On a la bête, on a la belle, on a l'intervention de quelque chose de, on va dire, merveilleux, ce qui sont les fées. Et on a la métamorphose, la malédiction, des qualités chez Belle qui sont donc reconnues comme des qualités propres à son personnage dans tous les contes, à savoir la beauté, la docilité et la douceur. Et on a le côté emprisonné. Très intéressant, qu'on va voir ensuite dans les autres contes. C'était déjà le cas avant, hein, cette idée d'être forcée, d'habiter dans un endroit où elle ne voulait pas habiter. Mais là, la grotte, c'est vraiment une prison, en fait. Et si vous vous souvenez bien, dans le Disney de 91,
qui va être repris dans Disney 2017, la Belle, quand elle arrive au château, elle est d'abord mise dans un cachot. Elle prend la place de son père dans un cachot, et ensuite, parce que c'est une femme et qu'elle est belle, on l'emmène dans une chambre. Mais pourquoi ? Parce qu'il tente de la séduire. Il sait qu'elle est l'outil de sa délivrance. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que le prince Marcassin le sait que vers la fin. Il l'épouse parce qu'il sait qu'elle est l'outil de sa délivrance aussi. Donc il y a aussi ce côté-là, où la Belle est un moyen de se libérer. Et donc il y a quelque chose de très intéressé à chaque fois. Du coup voilà, c'est un peu ce qui résume les caractéristiques de La Belle et la Bête. On va voir par la suite, parce que donc dans 2 semaines, on parlera de Madame de Villeneuve et de son roman, qui n'est pas vraiment un conte, c'est vraiment un roman, La Belle et la Bête, publié en 1740. Ça prend forme. Enfin, ça prend forme vraiment, et on va arriver vraiment au conte de La Belle et la Bête. Mais il aura fallu traverser ces contes-là d'abord pour mettre en place certains topos, certains lieux communs et certaines qualités qu'on veut retrouver chez les personnages. Le prince Marcassin, qui n'est ni bon ni mauvais, c'est un peu la bête. Et qui est torturé. Et qui est en proie à des sentiments contraires parce que il ne s'aime pas et qu'il veut être aimé. Bon, bah là, on est chez Cocteau, mais puissance 1000. Incroyable. Sauf que Cocteau, il a du mal à... La bête a du mal à s'assumer un peu. Enfin, vous le verrez, c'est fou. Et donc voilà, c'est vraiment, ça prend forme et c'est agréable de voir à quel point ça prend forme. Enfin, je l'espère aussi pour vous. C'est toujours très intéressant. Donc du coup, on va terminer là-dessus pour Madame Daunois. Sachez que comme d'habitude, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux et principalement, je l'avoue, sur Instagram, qui est le réseau social sur lequel je communique le plus avec vous. Mais bien sûr, il y a aussi Facebook et Twitter. On se retrouve dans 2 semaines du coup, donc pour parler de Madame de Villeneuve et de son roman La Belle et la Bête. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle quinzaine. J'espère que vous passerez de bons moments et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté, au revoir.